ruraux et indivisibles. On existe, on résiste. Tu vois, c'est quand même pas mal, je pense. Bon, je vais... Bienvenue, merci de venir, voilà comment on fonctionne. Ruraux et indivisibles. Ruraux et indivisibles. Le podcast. Jeanne, on est le 22 mars, on est au rassemblement des collectifs locaux et tu nous viens de Bretagne pour représenter ton collectif. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter comment il est né, de quoi il est constitué, comment vous êtes organisé, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ouais, du coup, on est venus à deux aujourd'hui pour cette journée de travail et de rencontres. Depuis une partie donc du Finistère, qui est la 7e circonscription du Finistère, qui englobe 3 pays, le pays de Douarnenez, le Cap-Sizun et le pays de Pont-l'Abbé. Et cette zone, on l'appelle la zone Ouest Cornouailles. Et en fait, notre collectif, qui s'appelle Collectif NFP C729, mais bon, on s'attache pas trop au nom au final. En tout cas, c'est les réunions qu'on tient environ tous les mois et demi ou tous les 2 mois. Elles sont vraiment ancrées dans la mobilisation qu'on a eue au moment des législatives, donc de 2024, autour de la campagne. Donc, on a mené pour une candidate du NFP. Et la dynamique a été hyper enthousiasmante à ce moment-là. Il y a vraiment eu beaucoup de gens, beaucoup de primo-militants et de primo-militantes à se mobiliser, une vraie collaboration entre partis, entre pays aussi du coup, puisque nous, notre circo, on a 3 pays. Et on a la particularité d'être une circo assez rurale au final. On a des villes, Pont-l'Abbé et Douarnenez en particulier, mais c'est 41 communes. Quand tu prends un lieu équidistant à l'échelle du territoire, en gros, à chaque fois, pour tout le monde, faut faire entre 1 heure et 3/4 d'heure de voiture, tu vois, pour y aller. Donc, on a ces spécificités, mais la même envie de se battre pour l'union. À la fois se battre pour l'union avant que le nouveau Front populaire soit officiellement déclaré. Il y avait tout de suite cette volonté à l'échelle de la circo de dire, nous, dans notre circo, on présentera un ou une candidate unique, indépendamment de ce que vont dire les partis au national. Ça, c'était assez clair. Et il y a eu une sorte de serment qui a été fait à ce moment-là, qui s'appelle le serment de la salle communale de Plozévet, auquel on se réfère encore. Ce combat pour l'union, on le perpétue aujourd'hui dans les réunions qu'on a donc du comité local du NFP, avec ces réunions assez régulières à l'échelle de la circo, mais en fait aussi à l'échelle des 3 pays, il y a des comités d'action qui sont autonomes sur ce qu'ils font, donc plein d'actions en gros. Et quand on se réunit ensemble à l'échelle de la circonscription, donc pour ce comité NFP, on met en commun les actions, on en discute, on parle de nos difficultés, on voit ce qu'on peut faire nous dans notre pays par rapport à ce qui a été fait chez les voisins. On a aussi décidé de travailler parfois sur des communiqués de presse communs, donc des déclarations communes. On a décidé aussi de s'entraider pour les municipales et pour essayer de se soutenir dans nos combats, là, à l'échelle vraiment des communes, pour conserver des listes unitaires, ce qui est vraiment pas une mince affaire. Et puis ensuite, l'autre objectif de ce comité local du NFP, c'est de continuer en fait à travailler ensemble pour être prêt à travailler ensemble quand il y aura d'autres élections ou d'autres échéances électorales, que ce soit les prochaines législatives ou les prochaines présidentielles. Et comment tout ça s'inscrit? Parce qu'il devait y avoir déjà des collectifs locaux qui existaient. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais assez rapidement, où il y a quelqu'un qui est intervenu en disant mais en fait on fait déjà, il y a des collectifs qui existent déjà, de citoyens, on travaille aussi avec eux, on n'est pas que fermé NFP. Comment ça se passe pour vous? Vous interagissez avec les autres collectifs ou globalement comment ça se passe votre rapport avec les partis, les syndicats et globalement comment ça se passe par rapport à l'historique, on va dire militant de votre coin? Eh ben, en fait, à l'échelle des pays, tu as des traditions militantes qui sont
dû à une présence plus forte du PC dans les ports de pêche, à un militant écolo qui était particulièrement actif sur le Cap, par exemple. Donc il y a ces particularités locales qui font que les groupes locaux n'ont pas la même coloration, pas forcément la même dynamique. Il y en a qui ont écrit des sortes de chartes, il y en a qui communiquent sur Signal, il y en a qui communiquent sur WhatsApp. Enfin, tu vois, il y a des... Ensuite, notre articulation, le premier point, c'est que grâce aux législatives et grâce à la campagne qu'il y a eu pour les législatives en 2024, il y a eu beaucoup de nouveaux et de nouvelles. Donc ça, c'est un premier point. Et ces nouveaux et nouvelles, ils se sont souvent intégrés à ces cellules militantes. Et comme avant d'être quelqu'un avec une étiquette d'un parti, en fait, t'es avant tout quelqu'un qui milite et qui porte des valeurs de gauche et qui le fait ou pas dans un parti, mais il y a une collaboration qui, dans les faits, fonctionne plutôt bien. Tant que t'es avec des gens de bonne volonté, en gros, ça fonctionne. Donc après, t'as des jeux de placement, des incompréhensions parfois en termes de vocabulaire utilisé, d'habitude de militance, d'orgas des réunions, des trucs comme ça. Il y a une culture militante que quand t'arrives, t'es complètement perdu. Hein. Ouais, et ça pour moi c'est quand même un gros enjeu de faire de la place pour celles et ceux qui arrivent et de prendre un temps au début des réunions, de dire bienvenue, merci de venir, voilà comment on fonctionne, voilà comment on prend nos décisions, rappeler l'historique, même si ça prend du temps en fait, pour moi c'est vraiment important. On a quand même des façons de faire, moi je trouve, notamment en termes de circulation de la parole, de représentativité, d'efficacité dans les réunions, etc., où on a vraiment quelque chose à apporter à ces comités plus anciens qui étaient créés autour souvent de cellules de parti. Et de par nos engagements dans, je sais pas, les mouvements climat, les squats, les manifs gilets jaunes contre la loi travail, etc., on a une autre culture de l'organisation de la chose politique, enfin avec lesquels moi je me sens plutôt à l'aise et que je trouve fait du bien à ces mouvements plus anciens, enfin à ces cellules plus anciennes. Ensuite, l'articulation avec les partis, il y a aussi comment les partis collaborent entre eux, quoi. Tu vois, dans les comités NFP de la Circo, les gens s'expriment avant tout, pas au nom de leur parti, mais il y a quasiment tous les partis qui sont représentés. Mais il n'y a jamais de mandat de dire, moi, c'est juste des militants et des militantes qui œuvrent pour l'union de la gauche et qui font des actions sur le territoire et qui sont à l'aise avec l'organisation de ces réunions, de ces modes de coordination entre actions, entre territoires, etc. Mais après, ça nous occupe quand même beaucoup de temps, d'énergie et pas mal c'est vraiment de l'énergie quand même qu'on pourrait mettre à autre chose, de relations interparties. Et ça, c'est vraiment relou. On le sent que... en fait, par exemple, sur l'utilisation du nom NFP, la fédération à l'échelle départementale du PS, du coup, qui nous a dit vous pouvez pas utiliser ce nom NFP parce que c'est les partis, le NFP, et vous n'êtes pas les partis, ou en tout cas, vous représentez pas tous les partis. Donc, et en fait, on a démêlé tout ça, de savoir qu'est-ce qui était légal, pas légal, qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui était légitime, etc. Et alors qu'en soi, l'action qui était portée, c'était la publication d'une gazette, qui est vraiment un super outil quoi, pour informer les populations, diffuser des idées, échanger, construire du contenu, etc. Et que là, on a mis beaucoup d'énergie, tu vois, à régler cette question de l'appellation du nom NFP. Est-ce qu'on était légitime à l'avoir, comment se situer par rapport à ce parti-là en particulier. Et en fait, camarade, quoi, choisis qui tu freines. Et là, tu freines tes camarades de gauche. Va plutôt militer devant la permanence de la députée macroniste. Va te coltiner les rassemblements RN qu'on a sur le territoire. Viens militer avec nous, quoi, en fait. Et ça, franchement, moi qui découvre aussi les jeux politiques, la politique locale, ces jeux politiques locaux, moi vraiment, ça me fatigue, quoi. Ça me déprime un peu même. Et donc justement, c'est une belle transition sur le RN. Comment sont vos rapports avec les militants RN? Est-ce que vous les croisez? Comment ça se passe? Alors nous, la campagne, donc la candidate RN, on l'a pas vue du tout pendant les législatives. Et les militants et militantes du RN, on a dû en voir 3, tu vois, sur des marchés en tractant, quoi.
Donc, très peu d'interaction avec cette équipe. Il y avait la gueule de Bardella et pas la tête de la candidate sur les panneaux d'affichage. Donc, voilà, avec cette équipe de campagne était inexistante. Par contre, là où on a vraiment senti une différence, c'est entre les législatives 2024 et celles de 2022. Les opérations de tractage qu'on faisait sur le marché, notamment, une parole beaucoup plus débridée sur les idées d'extrême droite ou des attaques, même de militants, que ça soit des attaques verbales ou il y a 2 gars qui ont tiré avec des armes factices sur des militants qui tractaient. Et en fait, ça, c'est des actions qu'on n'avait pas eues aux législatives 2 ans auparavant. Donc, ça est quelque chose qui a été à la fois hyper flippant sur la progression des idées du RN, et puis aussi assez dur pour les militants qui, sur place, tractaient et ou discutaient en porte-à-porte, etc. Et qui, au-delà des attaques qu'ils pouvaient recevoir, scoltinaient un paquet d'idées nauséabondes, quoi. Et de dire, ah putain, il y a des gens vraiment qui... Enfin, ces idées, en tout cas, te percolent. Et il y avait beaucoup, en fait, quand même, d'appels au meurtre ou de dire qu'il fallait qu'en gros, tous les immigrés capotent que leurs embarcations capotent en Méditerranée. Et des trucs, en fait, où tu te dis... Bah, c'est dur, quoi, tu vois, en fin de journée, en fin de journée ou en fin d'opération de tractage, de dire c'est vraiment ça que les gens veulent. Enfin, c'est violent, quoi. Et donc, on a eu quand même une attention pendant l'organisation des législatives pour se relater, en fait, ça. Pour dire, OK, on constate toutes et tous ça. Et c'est dur. Et donc, suite à ça, là, tu vois, dans un des groupes, en tout cas dans le pays de Douarnenez, on a un groupe qui travaille en particulier sur combattre les idées de l'extrême droite. Et d'abord, c'est d'établir des sortes d'argumentaires ou une liste sur les idées qui sont véhiculées par l'extrême droite, comment on fait pour les combattre, les chiffres qui permettent d'étayer en 2 mots, et puis aussi des sortes de comités d'autodéfense, de dire dès que t'entends quelque part une idée qui est répréhensible par la loi, déjà tout simplement, que tu puisses lui dire à cette personne qui l'a professé, en fait c'est problématique ce que tu dis d'un point de vue légal, d'un point de vue moral, d'un point de vue... Donc je pense qu'il y a effectivement une explosion de ces idées-là qui fait que il y a eu des collectifs plus combatifs par rapport à l'extrême droite qui se sont montés. Moi, c'est la peur encore qui me cheville au corps et qui guide mon engagement politique actuel, quoi. Oui, ok. Qu'est-ce que qu'est-ce qui ressort de ces interactions là ce soir quand tu as rentré Ouais. Moi, j'attendais de la journée. Alors déjà, comme j'étais mandatée par le comité local, vraiment d'être observatrice de ce qui se passait, de pouvoir rendre compte de nous ce qu'on faisait au local, de sentir la dynamique, etc. Ce que je trouve très chouette là, c'est qu'on arrive à partir avec cette idée de coordination nationale. Et notamment, moi, ce qui m'importe dans cette question de la coordination nationale, c'est la question du rapport de force qu'on peut établir avec les partis. Et notamment sur le rappel des engagements à l'unité et une pression citoyenne qu'on pourrait exercer en disant nous, sur les territoires, on l'a fait, l'unité, on combat pour ça. Et en fait, s'il le faut, on va aussi lutter avec vous ou contre vous, mais vous, parti au national, pour que on continue dans cette démarche unitaire de gauche et qu'aux prochaines élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles, il n'y ait pas d'éclatement, quoi. Donc moi, c'est vraiment cette question de créer du rapport de force. Et pour moi, elle peut se créer avec ces liens d'interconnaissance-là qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Parce que, du coup, tu vois, moi, je repars avec 10 numéros de camarades qui sont dans différents collectifs. Et avec lequel, soit on a échangé sur des modes d'action similaires, soit parce qu'on avait les mêmes idées ou qu'on voulait... les mêmes idées d'action ou les mêmes envies par rapport à justement cette coordination, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment important, en fait, ces temps de connaissance, d'interconnaissance. Eh ben, merci beaucoup. C'est dans la boîte. Cool, merci à toi. On se tient au courant. Ouais, trop bien, merci.
Vous faites partie d'un collectif ou d'une organisation engagée en milieu rural et vous souhaitez partager votre expérience? Contactez-nous sur les réseaux sociaux, sur le compte des Ruraux et Indivisibles. Ce podcast est pensé comme une aventure collective. Si vous avez envie d'aller à la rencontre des dynamiques locales près de chez vous, que ce soit en campagne, dans un petit bled, dans une petite ville ou en zone périurbaine, vous êtes au bon endroit. Rejoignez l'aventure. On vous accompagne, on vous forme à la prise de son, au montage, etc., etc. L'idée, c'est de créer un réseau d'initiatives sonores rurales pour faire entendre les voix de celles et ceux qui s'organisent partout sur le territoire. Free audio post-production by alphonic.com.